revenir vers vous pour avoir un candidat. Là, vous n'avez qu'un mois pour trouver un locataire. Sur les conventions sur patrimoine, ça relève de la négociation. Donc, vous verrez avec le bailleur combien de temps vous avez pour trouver un candidat, pour lui dire oui, le logement que vous me proposez m'intéresse, non, il ne m'intéresse pas. Une fois que vous avez envoyé les candidats, on va très vite y revenir tout à l'heure aussi, il faut savoir que l'attribution définitive se fait par le bailleur, avec ce qu'on appelle la CAEOL, la commission d'attribution, et le reste, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est pas grave. Enfin, ça s'appelle CAEOL, donc c'est la commission d'attribution où il y a le bailleur, souvent des représentants de la ville, et des collectivités, et c'est eux qui vont définitivement attribuer le logement. Alors, faut savoir, j'espère que mes collègues, c'est pareil pour eux, généralement, ils suivent les candidatures qu'on leur a transmises, parce qu'on a quand même mis beaucoup d'argent pour que ce logement soit occupé par un de nos agents. Alors, CALEOL, merci, Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. Je l'aurais oublié tout à l'heure, mais merci quand même. Donc voilà, la CALEOL attribue, oui, je disais, nous, les peu de fois où on a eu un refus, c'est quand on a proposé un dossier avec des dettes locatives dont on n'avait pas connaissance, mais que le bailleur c'était soit un ancien de ses locataires, et les bailleurs n'aiment pas, mais alors pas du tout, les candidats à reloger avec des dettes qui ont laissé des dettes locatives. Après, vous pouvez aussi mettre des articles qui précisent qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de candidat, parce que ça arrive. Hein. À un moment, vous voyez, un mois, c'est très court. On vous dit, voilà, j'ai un T2 qui se libère à tel endroit, et ben, vous n'avez pas le dossier de candidature ou les dossiers de candidature qui vont bien, puisque je pense que j'y reviendrai, je pense y parler après, mais je le dis dès maintenant, vous êtes censé envoyer 3 dossiers de candidature par logement. Alors nous, on n'y arrive pas, mais je pense qu'on est beaucoup autour de la table à pas toujours y arriver, sauf sur les adresses très, très, très recherchées. Donc dans ces cas-là, on précise au bailleur qu'on n'en a soit que 2, soit qu'une. Et lui, après, il voit en fonction de sa caléole comment elle est plus ou moins souple. Soit il rajoute, lui, des dossiers en prenant dans son vivier. Soit on peut aussi lui transmettre 2 numéros de dossiers, mais qui n'ont jamais demandé à avoir le logement, mais c'est juste histoire de remplir les 3 cases. Alors là, on vient dans les sujets qui fâchent. On n'a pas de candidat, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit vous avez les moyens de payer ce qu'on appelle des loyers d'inoccupation. Et encore, faut-il que le bailleur l'accepte. Tous les bailleurs n'acceptent pas. C'est quoi les loyers d'inoccupation? Ça veut dire que au bout d'un mois, vous n'avez pas trouvé de candidat sur ce délai d'un mois. Vous dites au bailleur, je garde le logement et je paye le loyer à la place du candidat que j'ai pas. Donc ça coûte tout de suite très cher, hein, je vous le dis franchement. Moi, je peux même vous donner un chiffre, je vais pas le cacher. L'année dernière, j'ai payé 800 000 € de loyer d'occupation. Alors, c'est un peu faussé parce que j'ai une grande partie qui est liée à ma vacance dans les foyers meublés, un peu ce dont parlait ma collègue tout à l'heure pour les sorties d'école ou pour les très jeunes. Mais bon, sachez que les loyers d'occupation, ça coûte tout de suite très cher, mais ça permet d'avoir un peu plus de temps pour trouver un candidat. Parce que si on n'a pas de candidat et qu'on ne paye pas le loyer d'occupation, qu'est-ce qui se passe? On doit rendre le logement au bailleur, ce qu'on appelle rendre le logement pour un tour. C'est-à-dire que le bailleur va mettre un locataire qui n'a aucun lien avec l'employeur du réservataire et il vous reproposera le logement une fois que ce locataire sera parti. Alors si le locataire reste 2 ans, c'est pas très grave. S'il reste 20 ans, ben, vous avez perdu votre logement pour toute la durée de la réservation. Et des fois, nous, c'est double peine. C'est-à-dire qu'on paye des loyers d'occupation espérant trouver un dossier, et puis à l'arrivée, on n'en trouve pas et on le rend quand même. Mais bon, tout ça, c'est de la dentelle et c'est pas simple. J'y reviendrai aussi. Vous pouvez mettre, enfin, normalement, il y a un article qui est prévu, même si les bailleurs le respectent pas et on est obligé de les relancer, sur le suivi d'occupation. Ils sont censés vous dire
tous les ans qui y a dans votre logement. Alors vous allez dire, on est censé le savoir, ben, pas toujours, parce que il y a deux cas de figure, on va le voir. Il y a beaucoup de divorces en France et le logement peut être attribué au conjoint par jugement. Donc, des fois, on le sait, on ne le sait pas toujours. Et il peut surtout y avoir rupture de lien entre le locataire et son employeur. Alors, il y a des collègues autour de moi qui ont la chance d'être interfacés, je pense, avec leur RH, ce qui n'est pas notre cas. Nous, l'action sociale est complètement étanche de la RH. Et donc, quelqu'un qui quitte le ministère, je n'en suis pas informé. Donc, c'est grâce à ce suivi locatif qu'on arrive à... Normalement, c'est moins le cas pour les établissements de santé. Oui, ce sera moins un cas pour vous, mais voilà. Sachez que normalement, ils sont censés vous envoyer la liste des locataires qui sont dans les logements que vous avez réservés. Alors après, il y a également, je vais passer vite mais il faut savoir qu'après, vous pouvez toujours modifier la convention par voie d'avenant. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans un avenant à une convention? Ben, c'est souvent, presque toujours le cas, un report de livraison. Alors quand il est important, hein, vous ne faites pas un avenant pour un mois, mais si c'est reporté d'un an ou 2 ans, on a eu quand même des surprises. Alors, vrai ou pas vrai, je pense que des fois la guerre en Ukraine a bon dos, mais je pense qu'il y a eu un peu de vrai quand même. Donc voilà, quand c'est reporté d'un an, vaut mieux faire un avenant pour être juridiquement couvert. Pour les conventions sur patrimoine, imaginons que vous aviez réservé 20 logements sur 3 ans. Au bout des 3 ans, vous n'en avez eu que 15, mais ça n'empêche que les adresses que vous aviez prévues vous intéressent vraiment. Vous pouvez faire un avenant en disant je donne 1 an supplémentaire au bailleur pour me délivrer les 5 logements qui restent. Je vous déconseille de faire avenant sur avenant parce que là, après, les bailleurs s'y intéressent et vous voyez jamais vos logements. Donc, faites un avenant, éventuellement 2, et si vous n'avez pas la totalité de vos logements, ben, vous minorez la convention, et ça, ils n'aiment pas parce que ça touche au porte-monnaie. Si c'est arrivé, vous réservez certaines typologies, et à l'arrivée, quand c'est livré, on vous dit, ah ben non, vous aviez demandé un F4, on vous donne un studio. Parce que le Conseil général, alors je prends un exemple vraiment énorme, hein, mais parce que le Conseil général, le Conseil régional, la mairie a préempté, etc., etc. Alors vous êtes en droit de refuser, hein, mais si on si on vous modifie un T3 au 5e étage par un T3 au 4e à peu près ressemblant, généralement vous acceptez, mais normalement ça nécessite un avenant. Il peut aussi y avoir entre le plan et le logement réellement construit une différence de surface, donc de loyer. Enfin, tout ça, ça peut faire l'objet d'un avenant. Et surtout, nous, les avenants qu'on fait pas mal en ce moment, ce sont des immeubles qui sont rachetés par d'autres bailleurs. C'est-à-dire que le bailleur vend un immeuble à un autre. Donc, simplement un avenant qui dit que nos droits de réservation suivent d'un bailleur à l'autre. Ce qu'on appelle le transfert de droit, pardon. Une fois que vous avez fait toutes ces réservations, on peut parler de parc. Donc le parc est constitué. J'ai commencé par ce que mes collègues ont abordé tout à l'heure. Si vous avez un parc privé, nous dans l'administration on appelle ça du domanial. Si vous avez un parc domanial, voir les solutions exposées par ma collègue de la PHP, là, avec le gel du loyer, c'est quoi le refroidissement, j'étais pas loin, c'est encore un peu plus froid. Le refroidissement du loyer, enfin tous ces termes, ça peut constituer une partie du parc. Sinon, le parc est constitué des logements qui sont sous droit de réservation. Donc, ça veut dire que seuls sont comptabilisés les logements en droit de suite. Parce qu'un logement en droit unique, une fois que vous l'avez attribué, il vous appartient plus. Donc, il ne rentre pas dans votre parc. Le parc est augmenté des livraisons et nouvelles mises à disposition liées à vos conventions que vous avez chaque année, et diminué des logements. Alors, comme là, vous débutez, c'est pas pour tout de suite, mais nous qui sommes dans le système depuis très longtemps, on a des logements qui ont atteint la durée de réservation, et donc, ils sortent du parc. Alors ça, c'est important de savoir, quand un logement sort du parc, le locataire qui est dans le logement ne doit pas sortir. Il est couvert par son bail. C'est simplement quand
que quand ce locataire sortira du logement, le bailleur ne sera plus obligé de revenir vers nous pour avoir un autre locataire. Et une fois que vous avez synthétisé tout cela, vous pouvez le décliner par votre par département, voire par commune, par typologie, par financement, ça veut dire par niveau de loyer ou niveau de ressources, hein, c'est comme on veut. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. Ça j'en ai déjà parlé. Donc, oui, alors le suivi locatif, j'en ai déjà aussi un peu parlé, donc ça permet de vérifier. Alors ça c'est très chronophage, hein, parce que il faut aller vérifier que l'identité du locataire, est-ce que vous le trouvez encore dans votre annuaire, mais comme disait M. Pérus, pour vous, ce sera beaucoup plus simple parce que vous êtes sur des plus petits volumes de personnel et vous le connaissez très très bien. Voilà, donc ça, c'est pas la peine que je m'y attarde. Voilà. Après, on arrive sur la gestion des candidatures, déjà un peu abordée par ma collègue. Et là, je donnerai la parole ensuite à ma collègue du ministère de l'Intérieur parce que on fait pas tous pareil au niveau de l'attribution des logements. Ça dépend à la fois, bien évidemment, des structures, de leur historique, etc. Ça dépend aussi du dialogue social de votre structure. Et je pense que ça peut aussi dépendre du fait que l'action sociale est liée, peut avoir un lien avec la RH ou pas. Je donne l'exemple du ministère des Finances. C'est une volonté qu'il y ait une réelle étanchéité entre la RH et l'action sociale, c'est-à-dire que, et Dieu sait qu'il y en a qui essaient, moi on ne peut pas me dire il faut donner un logement à un tel parce qu'elle travaille bien ou parce qu'elle fait des horaires, etc. Nous, on a vraiment une étanchéité, ce qui est peut-être pas le cas ailleurs. Donc ça, c'est à vous de voir comment c'est chez vous, entre guillemets, le dialogue social, etc. Alors, pour gérer les candidatures par le réservataire, vous entendrez peut-être, ou les bailleurs vont peut-être essayer, parce qu'ils aimeraient bien y venir, mais pour l'instant, tout le monde est très, très réticent, à ce qu'on appelle la gestion déléguée. C'est-à-dire que vous confiez complètement la gestion de vos candidatures au bailleur. C'est-à-dire que quand c'est un logement que vous avez réservé qui se libère, charge à lui d'aller voir dans le fichier des demandeurs de logement ceux qui relèvent de votre établissement et c'est lui qui décide qui il met dedans. Nous l'avons pas fait, mais à ma connaissance, pas beaucoup l'ont fait, hein, parce qu'on a quand même une confiance moyenne dans cette gestion par les bailleurs. Et c'est surtout que là, vous perdez complètement la main sur ce qui peut être un élément du dialogue social. C'est-à-dire que devant vos organisations syndicales, vous pouvez argumenter de rien puisque c'est plus vous qui faites cette gestion. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Après, quand un logement se libère, il y a deux écoles. Nous faisons des visites préalables. C'est-à-dire, avant d'envoyer le candidature, on fait visiter le logement au candidat au logement. Pour votre information, pour les logements préfectoraux de la préfecture de Paris, ils ne font pas de visite préalable. Le risque, c'est que vous faites tout le travail, c'est-à-dire jusqu'au passage en commission, et que celui qui a obtenu le logement le refuse parce qu'il n'avait pas pu le visiter et que ça ne lui plaît pas. Mais voilà. Et donc, si vous faites avec visite préalable, il faut prévoir et imposer un délai pour visiter le logement, parce que je rappelle que vous avez 1 mois pour trouver un candidat. Moi, je vous dis ce qu'on fait, hein. Après vous prendrez ou vous prendrez pas. On obligation de visiter. Si la visite n'a pas lieu, nous classons le dossier. Et obligation d'argumenter les refus, pour qu'on puisse savoir s'il y a un réel problème avec le logement. Nous limitons également le nombre de propositions. On peut aller, alors le problème c'est que nous on dit on peut et on a droit à 3 propositions. Non, nous on dit on peut aller jusqu'à 3 propositions par an, si tant est qu'on ait 3 logements qui se libèrent, qui correspondent à leurs besoins. Voilà. Et s'il y a des refus abusifs, nous classons le dossier. Avant d'envoyer le dossier au bailleur, vous pouvez avoir une commission interne ou ne pas en avoir. Nous n'en avons pas, c'est-à-dire que notre dialogue social, nos représentants ont estimé que
Ça marchait bien comme ça, et que, étant donné le peu de temps que nous avions pour attribuer le logement, voilà, tant qu'il n'y avait pas d'aberration, etc., c'est l'ALPAF, c'est-à-dire mes agents instructeurs, qui décident du dossier le plus intéressant ou avec le plus de points ou de critères correspondant au logement qui doit être présenté, et ça va directement de l'ALPAF au bailleur. Je vais laisser la parole à ma collègue du ministère de l'Intérieur, qui, eux, ont une commission interne, même si, encore une fois, même pour elle, c'est la Caléole qui va décider in fine. Oui, alors effectivement, bonjour à tous. C'est une intro du coup pour le ministère de l'Intérieur. Je suis rattachée police, juste pour info, parce que ça a son importance, notamment eu égard au dialogue social. Mais en revanche, j'ai un périmètre d'action ministériel. Une autre particularité, c'est que si je pilote la politique ministérielle globale, c'est-à-dire préfecture de police comprise, en revanche, je ne gère pas la prestation de guichet sur le ressort de la préfecture de police. C'est quelque chose qu'ils font en autonomie et je leur délègue des crédits. Voilà, ça c'était juste pour vous recontextualiser un peu les choses. Donc, moi, sur mon bureau, on traite uniquement les demandeurs de logement qui sont affectés en administration centrale, si bien que ça fait un volume qui est moins important en termes de gestion. Donc, c'est une prestation de guichet qui est quand même vraiment faite sur mesure. Et surtout, le collègue avait raison de le préciser, le fait qu'il y ait une étanchéité ou pas avec la RH, ou que l'on considère que l'action sociale est partie intégrante de la RH, peut grandement changer les choses, parce que de fait soumise au dialogue social. Donc moi j'ai beaucoup à traiter avec les organisations syndicales de police qui ont le lead sur la Commission nationale d'action sociale. Et donc, ça engendre là aussi un certain nombre d'interventions. Quand elles ne viennent pas par les organisations syndicales, elles viennent par les différentes hiérarchies des agents demandeurs de logement. Voilà pour le contexte. Sur l'organisation même de notre commission de désignation, je préfère l'appeler commission de désignation, puisqu'effectivement, ça a été rappelé. In fine, nous ne sommes pas attributaires, c'est bien la compétence du bailleur et pas la nôtre. D'accord, c'est pour Donc, nous faisons une commission de désignation interne qui est présidée au niveau sous-directoral, pour lui donner un certain poids politique. Et puis, par ailleurs, pour qu'il y ait un deuxième regard, étant donné qu'on est sur de la prestation de guichet à proprement parler, c'est important qu'il y ait plusieurs regards sur ce qui est pratiqué au sein des services. Donc à peu près une fois par semaine. Donc on passe un certain nombre de logements chaque semaine, évidemment en respectant bien le cadre réglementaire qui a été rappelé, donc essentiellement plafond de ressources, taux d'effort et puis typologie proposée. Et nous ajoutons à ça une espèce de couche situation sociale, c'est-à-dire que là on va aller un peu plus dans le détail des situations sociales des différents candidats, notamment de l'urgence des situations, mais également de tout le volet un peu plus réglementaire et spécifique police, de l'obligation de retour en service. Certains services de police sont soumis à des conditions de retour en service assez strictes. Concrètement, la manière dont on procède, tout d'abord, c'est on s'appuie sur la grille interministérielle qui est proposée par la DRIL, ce qui nous donne une première lecture en termes de nombre de points. Il y a un certain nombre de points qui est attribué en fait sur la bourse interministérielle du logement. Donc ça, c'est un premier indicateur pour nous, et ça constitue un des outils d'aide à la décision. Et ensuite, on rajoute à ça, comme je vous disais, la couche un peu plus spécifique intérieure, avec un regard particulier pour les effectifs de police.
Voilà sur la particularité du ministère. Juste vous indiquer que effectivement, en fonction de la philosophie qui sera la vôtre, de lier complètement l'action sociale à la RH ou pas, ça peut drainer un certain nombre d'interventions. Donc là aussi, il faut être un peu vigilant. On ne prend pas les interventions au tout venant et on spécifie bien aux différents intervenants qu'il faut une vraie urgence de la situation et on fait quand même un pré-tri de manière à ce que tous les dossiers ne deviennent pas des interventions. Voilà pour la spécificité intérieure. Merci. Moi, j'avais fini mon intervention également. Donc, je vous laisse la main. Ou bien si on doit y répondre, on fait ça. Donc, on a fini la partie présentation. On va passer aux questions-réponses. Alors, il y avait une question sur l'intermédiation locative. Est-ce que la sous-location, c'est une forme d'intermédiation locative? Donc, c'est bien le cas. Monsieur Cadeau de la Drill l'a précisé là dans le chat. Effectivement, du coup, c'est comme si vous connaissez Solibail ou Louer Solidaire, c'est-à-dire que c'est une association qui va louer et après qui va le sous-louer à des personnes qui, par exemple, étaient en impayé et qui aura du mal à trouver un logement. Donc, c'est effectivement quand Alexandra Perandi de la PHP présentait donc la location sous location, ça ressemble à ça. Alors, on va peut-être d'abord prendre les questions sur le chat et après, vous pouvez lever la main pour poser vos questions. Il y a 2 questions sur le fait que les interventions concernent majoritairement, enfin, ont été présentées du point de vue fonction publique. Est-ce que ça concerne le sanitaire, enfin les établissements privés ou les ESMS publics et privés? Globalement, oui. Hein. Là, ce qui a été présenté, de toute façon, il y a toute la partie où il y a peut-être certaines règles, notamment spécifiques à l'emploi ou à la fonction de policier, etc. Mais globalement, le principe, voilà. Mais après, globalement, le principe de l'achat de droits de réservation, de la valorisation de la constitution et de la valorisation d'un parc privé, etc. Tout ça, c'est valable tant pour le sanitaire public privé que pour le médico-social de la même façon. Les grands réservataires comme la Poste, la RATP, la SNCF font exactement la même chose que nous, les mêmes conventions. Oui, je disais, il y a des grands réservataires non publics qui sont la Poste, la RATP, la SNCF, et que dire d'Action Logement qui récolte du financement pour les sociétés privées et toutes ces structures fonctionnent exactement comme nous via des conventions de réservation selon les modalités qui ont été expliquées. Donc, ce qu'on a dit, effectivement, c'est tout à fait adaptable et utilisable par vous. Ouais. Pouvons-nous investir directement dans le cadre de la PEC dans les logements locatifs? Alors, si je vais peut-être demander de l'aide à mes collègues, mais de mémoire, la PEC, c'est en lien avec privé. Voilà, c'est Action Logement. Donc, du coup, vous pouvez vous rapprocher d'Action Logement pour comment dire, pour que vos soignants puissent. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Je vais préciser ma question, Pascal Boucard, la Mutuelle à Mayotte. On a obligation, comme tout employeur de droit privé de plus de 50 salariés, à participer à hauteur de 0,45% de la masse salariale, soit directement auprès d'Action Logement, soit en investissement direct. Ma question, c'est est-ce qu'on peut investir directement dans du logement locatif, donc sans passer par Action Logement, et dans ce cas-là, de pouvoir constituer un patrimoine qu'on pourrait après mettre à disposition de nos salariés.
pour moi, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, 0,45% de la masse salariale chaque année, ça fait quand même des sommes qui partent notamment à Action Logement, avec des logements qui sont proposés qui ne sont pas du tout à proximité de nos lieux d'activité et qui, en final, on utilise très peu. Peut-être que M. Cadeau de la Drille, vous pouvez répondre sur cette question. Non, alors pour cette question-là, j'ai pas la réponse pour le moment. Il faut que je l'ai noté. Il faut que je revienne vers vous avec une réponse. Pour le moment, je ne suis pas en capacité de vous répondre. Persuadé qu'on est un certain nombre qui pourraient être intéressés en tant qu'employeur de droit privé sur ce type de... Et ça nous permettrait de pouvoir flécher des logements qui sont adaptés à proximité des lieux de travail de nos professionnels. Ok, c'est noté. Je peux vous envoyer mon adresse mail, mais peut-être qu'il faut le partager auprès de tout le monde. Ouais. On prend la question. Vous aviez échangé avec Action Logement sur le sujet ou c'est vraiment la première fois que Non, j'ai pas échangé avec Action Logement, mais Action Logement, eux, leur périmètre, c'est de capter les 0,45% de la masse salariale. Après, le reste, c'est pas leur problème. Comme on a la possibilité de faire de l'investissement direct de par la loi, eux, si on fait autre chose, c'est pas leur problème. Ok. On va regarder cette question. Alors, toujours sur la sous-location, vous avez mentionné la possibilité de faire payer moins à l'occupant que le prix réel. La Cour des comptes a-t-elle des exigences envers l'établissement pour justifier cet avantage ? Tous les personnels peuvent en bénéficier juridiquement. Alors là, je me retourne vers... Alors là, je pense qu'il est fait mention des mécanismes de refroidissement qui étaient évoqués. Donc, ça, ce sont des mécanismes qui peuvent être définis dans le cadre des conventions de réservation, notamment avec les bailleurs. Donc, via ce levier-là et en accord avec le bailleur, moi, ça me semble pas poser de problème. Et les personnels qui peuvent en bénéficier doivent là encore être définis dans la convention. Je vois pas à mon niveau, mais il faudra que je re-regarde également, mais je vois pas d'incompatibilité à ce que ça puisse bénéficier à tous les personnels, à condition que ce soit bien précisé. Je vais aussi me renseigner sur le sujet, mais je vois pas d'incompatibilité à ce niveau-là. Peut-être juste pour compléter, en tout cas de mon point de vue, hein, je suis pas sûr effectivement qu'il y ait un problème du point de vue de la Cour des comptes. Après, s'il y a un refroidissement de loyer, c'est un avantage en nature. Et donc, dans ce cas-là, il doit, a priori, enfin, je pense qu'Alexandra Perranti me corrigera et me complétera, mais il y a nécessité de déclarer un tel avantage en nature du point de vue de l'occupant, etc. Ah oui, peut-être. Sur ce point, effectivement, on s'est interrogé sur l'avantage en nature que constituait le refroidissement du loyer. Donc, on a obtenu une réponse de Bercy sur ce sujet qui précisait que lorsqu'effectivement le bénéficiaire acquitte un loyer qui est inférieur au montant du loyer pris en charge par le bailleur, ça constitue un avantage en nature qui est imposable. Toutefois, il considérait que cet avantage était réputé négligeable au regard des montants d'évaluation forfaitaire qui existent pour l'avantage logement, qui est lié le montant forfaitaire est lié à la typologie, qui par exemple s'établit à, on avait le cas de ce barème qui s'établissait pour un studio à 72 € pour l'imposition des revenus de 2022. Donc, ce qui faisait finalement une somme assez négligeable et qui pouvait être considérée comme finalement pas critique dans le fait de pouvoir proposer cet avantage en nature. Que l'agent en tout cas ne soit pas requalifié avec des rappels sur ces avantages en nature, ni même en ce qui nous concerne la PHP sur cet avantage qui concerne ses agents. Et les URSSAF,
Il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas de levée de main et je ne vois pas d'autres questions dans la conversation. Pour compléter sur le refroidissement de loyer, je ne sais pas si vous avez en tête, mais vous avez une autre solution également, c'est de faire de la sursubvention auprès du bailleur directement. Et donc, vous payez plus cher le droit de réservation pour pratiquer un refroidissement de loyer. Et de fait, du coup, on n'a pas la question de l'avantage en nature. Donc, ça permet d'évacuer cette question de prime abord. C'est internalisé d'entrée de jeu. C'est une autre solution. C'est vrai que nous, au ministère des Armées, il nous arrive de le pratiquer. Donc, partons du principe d'une réservation à 70 000 euros. En fonction des situations des logements, on va décider de payer effectivement 80 85 000. Et en contrepartie, donc, le bailleur va baisser son loyer. Donc, de fait, facialement, le locataire, il paye le loyer normal. Donc, il n'y a pas finalement d'avantage facial en nature. C'est nous qui avons pris en charge le différentiel. Bon, attention, donc, ça coûte quand même très, très cher parce que le bailleur ne va pas faire de cadeaux. Donc, on fait sur des conventions spécifiques ou pas trop longues. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets de prendre la parole. Bonjour. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je suis Madame Taji, je représente la direction de l'immobilier et du patrimoine de la Croix-Rouge française. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai des problèmes de connexion. Oui, vous m'entendez. Je revenais sur la question de... Je crois que c'est Monsieur Boucard, si je ne me trompe pas, sur le fait qu'effectivement, on puisse, nous, être aussi réservataires de logements sans passer forcément par Action Logement, qu'il n'y a pas forcément des... voilà, donc c'était pour vous dire qu'effectivement, nous, c'est une question aussi prégnante chez nous, sachant qu'aussi, j'ai mes collègues qui représentent l'action sociale, qui est complètement associée à notre direction des ressources humaines. Voilà. Et sur la seconde question, concernant effectivement le refroidissement de loyer, bah non, on n'est vraiment pas concerné. Ce n'est pas réservataire, on n'est pas collectivité territoriale ou État, quoi. On n'est pas fonction publique. Donc, c'est vrai que si M. Cadeau peut nous apporter un éclairage sur cette question-là, par rapport à notre politique, par rapport effectivement à la fidélisation et au recrutement de nos salariés infirmiers, soignants, etc., de tous nos établissements médico-sociaux, bah, ce serait très intéressant qu'on puisse avoir un éclairage sur ce point-là. Voilà, c'était juste cette intervention-là. Alors, vous pouvez sur le loyer libre et le logement intermédiaire, en tant que personne morale, louer un logement et après le sous-louer à votre personnel. Du coup, ça, c'est possible. Le dispositif de location sous location, c'est avec des bailleurs sociaux. Avec des bailleurs sociaux. On parle de loyer libre, du coup, c'est pas forcément, c'est tout bailleur, en général un gros bailleur, mais sinon c'est sur du loyer intermédiaire, ça va être plutôt sur un bailleur social, mais en fait le logement intermédiaire, c'est pas considéré comme du logement social en fait. C'est un statut à part où il y a un respect de plafond de ressources. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les plafonds de ressources sont particulièrement hauts et vous pouvez retrouver le montant sur le support. Mais donc du coup, en tout cas, dans votre cas, par exemple sur du loyer libre ou du logement intermédiaire, vous pouvez faire cette location sous location. Si vous voulez, on pourra préciser à la fin du support en annexe plus d'informations sur ce dispositif. Je vous remercie pour votre retour. Pour ce qui est de la question sur le... Oui, je vous en prie, pardon, allez-y. Excusez-moi, je pense pouvoir répondre en partie à la première question. Est-ce que vous pouvez réserver, je dirais, directement des logements alors que vous cotisez
vous cotisez à l'APEC, la réponse, à mon avis, elle est oui, puisque les grands réservataires dont je vous parlais tout à l'heure, la Poste notamment et la SNCF, cotisent à l'APEC, mais ils font pas. Donc, ils ont des logements par Action Logement, mais ils ont leur propre réservation Poste, SNCF. Donc, là où je suis incompétent pour répondre, c'est la question de départ, c'est est-ce que ce que vous mettez au pot, entre guillemets, par l'APEC, peut être réservé pour vous pour faire des logements, ou est-ce que c'est obligatoirement Action Logement qui s'en sert? Ça, je ne sais pas, mais sur le fait de pouvoir faire, oui, à mon avis, la réponse, elle est positive. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié au fait de leur ancien statut de délégataire de mission de service public? Quand vous évoquez la RATP, la SNCF, la SNCF et la Poste? Non, je pense que j'ai cela en tête, mais quand même maintenant des sociétés privées, donc je n'ai pas une certitude, mais je pense pas. Je pense que vous êtes tout à fait en droit de faire de la réservation de logement en direct. Après, il faut avoir les crédits. Est-ce que vous pouvez vous servir des cotisations APEC pour faire cette réservation? J'en sais rien. Mais de pouvoir vous constituer des réservations qui vous sont propres et qui ne sont pas dans le volume d'Action Logement qui est très important, mais comme disait monsieur, qui est aussi très très large, et on peut vous proposer des choses qui vous satisfont pas tout le temps. C'est à creuser, mais je pense que vous pouvez le faire. En tout cas, c'est un point, comme on l'a dit, qu'on va vérifier avec la DRIL, et on vous fera un retour écrit à l'issue de cet échange. Monsieur Cadeau, non. Monsieur Cadeau, vous vouliez non, juste confirmer ça, quoi. Oui, c'est ça, exactement, abonder dans votre sens pour dire qu'on reviendra le plus rapidement possible. Absolument. Il y a d'autres interventions ou d'autres questions? J'en profite en tout cas pour rappeler que l'enregistrement, si tout va bien, on est en train d'enregistrer la présentation, et ce sera disponible sur le site de l'ARS, et de même que le support à la fin ce soir normalement, ou en tout cas peu après l'échange. N'hésitez pas, si on peut se laisser encore 1 ou 2 minutes, si vous avez des questions qui vous viennent. Ah, je vois une main levée dans les participants. Alors, apparemment, monsieur Loïc, ou c'est peut-être un peu... Oui, bonjour, Loïc Bernard Michel, je suis directeur de l'hôpital Henri Dunant à Paris 16e. Est-ce qu'en fait, une question toute simple, vous avez évoqué la possibilité de réserver des logements sur des programmes neufs. Est-ce qu'on a tout simplement la connaissance des programmes neufs sur les prochains mois et prochaines années sur Paris et première et deuxième couronne pour éventuellement, et une procédure éventuellement pour réserver le cas échéant sur ces programmes. Merci. Je vais commencer une ébauche de réponse et mes collègues me compléteront. Pour moi, il n'y a pas une base de données qui répertorie tous les programmes qui seront livrés dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Après, vous avez des interlocuteurs, vous avez les gros bailleurs sociaux qui sont des premiers interlocuteurs, vous avez l'AORIF qui est l'association des bailleurs d'Île-de-France, qui probablement peut être un bon interlocuteur pour échanger sur ce type de questions. Je ne sais pas si on a d'autres pistes à donner là-dessus. Mais... mon conseil, c'est qu'il faut anticiper. C'est vrai que nous, on a un historique, donc on a un travail on connaît les bailleurs, ils nous connaissent, donc c'est un peu plus simple pour nous. Quand on est un nouvel entrant sur le marché, je pense que c'est d'abord se faire connaître, les contacter, et je dirais prendre date, parce qu'aujourd'hui, encore plus que hier, quand vous voulez réserver sur le programme neuf, vous n'arrivez pas quelques mois avant la livraison, c'est déjà trop tard. Tous les logements ont été réservés. Vous devez arriver même avant le premier coup de pelle. Donc aujourd'hui, un programme neuf, vous l'avez pendant au mieux 2 ans. Et encore, les programmes neufs aujourd'hui, moi, je réserve des logements pour 2025-2026. Voilà. Donc, je pense que c'est un réseau à développer, à mettre en place. Et au début, voilà, faut se faire connaître et aller vers eux. Merci beaucoup.
Je pense que vous avez tout intérêt. Effectivement, vous êtes dans la position de certains ministères qui ont démarré très récemment. Là, vous avez autour de la table ceux qui ont eu la chance d'avoir de l'argent, j'ai envie de dire, et des structures qui font qu'on fait des réservations depuis très longtemps. Mais il y a des ministères comme le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de l'Éducation nationale qui sont lancés très récemment. Et encore au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça se rapproche un peu plus de votre situation, puisque c'est au niveau des rectorats académie ou rectorat, enfin je sais plus, c'est déconcentré, qui ont commencé à réserver. Donc comme mon collègue de la Défense, moi je vous conseille de vous faire connaître auprès des bailleurs en disant voilà, dites-leur que vous avez un peu d'argent, c'est toujours par ça que ça commence. Et dites-leur où vous souhaiteriez réserver, parce que là j'ai entendu Paris, donc là c'est Paris, tout le monde veut Paris, hein, donc il y aura. Mais si vous avez des besoins en grande couronne ou en moyenne couronne, ils seront très intéressés parce que ça intéresse déjà moins ne serait-ce que les réservataires publics, parce que il y a beaucoup de structures administratives qui ont disparu. Voire des villes où nous, on n'est peut-être pas intéressés. Quand je dis nous, c'est les réservataires actuels, hein, pas que fonction publique. Mais vous pouvez, vous, être intéressé par des logements dans une commune très précise. Donc, faites-vous connaître des bailleurs, peut-être des gros bailleurs, mais peut-être aussi des bailleurs plus locaux. Voilà, les coordonnées, ça se trouve. Je pense que M. Pérus et son équipe pourraient donner les coordonnées des bailleurs principaux d'Île-de-France. Oui, juste pour compléter, si vous avez justement des zones très, très précises et pas trop courues, hein, si c'est Paris, l'Ouest parisien, bon, c'est une possibilité aussi, c'est de faire connaître auprès des services de la mairie, des services du logement qui, eux, de toute façon, sont informés très en amont des opérations et qui peuvent, à ce moment-là, vous informer, voire vous servir d'intermédiaire entre vous et le bailleur et expliquer au bailleur, ben voilà, au promoteur, ce serait bien si vous réservez des logements parce que votre hôpital est à côté ou dans la commune limitrophe. Voilà. Donc, c'est aussi une piste à explorer. Alors, on a une question sur le sujet de la clause de fonction dans la fonction publique d'État. Est-ce que ce sera possible dans la fonction publique hospitalière? Il y a effectivement un article du Code de la construction et de l'habitat qui vaut pardon? Qui vaut pour les agents et les fonctionnaires. Je l'ai envoyé, c'est bon. J'ai mis ça en copie. Je vous ai peut-être pas mis en copie. On peut couper les micros peut-être. Tu t'as coupé? Ok. Donc. J'ai pas fait gaffe. Non, je pense que c'est pas bon. Je pense que Guillaume Chelier. Voilà, donc un article du CCH qui fait référence pour les agents de l'État, les agents et fonctionnaires de l'État à cette possibilité de, alors je sais plus comment c'est précisé exactement, de en tout cas résilier le bail de façon anticipée ou quelque chose comme ça. On est pas certain encore que ça fonctionne pour d'autres agents que les fonctionnaires d'État. C'est quelque chose qu'on est en train d'expertiser avec la DRIL et les services spécialisés sur ces sujets logement. Et là-dessus, on vous fera un retour. Pour l'instant, en tout cas, on sait que c'est dans le logement intermédiaire, vous pouvez relier le logement et la fonction via le mécanisme de location sous location que vous ont présenté notamment Madame Peranzi. Dans le logement social, on est en train de vérifier ce point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ni sur le chat ni par main levée. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là.
Merci encore de vous être rendu disponible. Désolé également pour les conditions de connexion et de diffusion un peu scabreuses, mais on espère que ça n'aura pas nui à la clarté du propos global et que ça aura bénéficié à l'ensemble des participants. On a noté quelques questions, essentiellement, je crois, 2 sur lesquelles on doit vous faire un retour, soit rapidement, soit pour la partie L442.7 du Code de la construction et de l'habitat quand on aura une réponse, et on ne peut pas vous garantir que ce sera demain. Et je pense qu'on a fait en tout cas un premier tour du sujet, et on est à votre disposition par mail si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez poursuivre l'échange. Voilà. Merci encore aux participants des différents ministères et de la PHP qui ont pu se rendre disponibles sur cette plage horaire et qui sont venus à Saint-Denis, à l'ARS, cet après-midi, un jour de grève. Et voilà. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Au revoir.